Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va te parler d'un peuple et d'une culture ici au Ghana qui est hyper intéressante. On n'est pas très loin de Kumasi qui est la deuxième plus grande ville du Ghana. On est à l'intérieur des terres, c'est vraiment magnifique. Et on va commencer notre visite juste là, dans ce temple. C'est un ancien temple Ashanti. C'est l'ethnie majoritaire. Elle existe depuis super longtemps. Donc ça va nous permettre de te présenter l'histoire de cette population. Allez, c'est parti, on t'emmène. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Alors on n'est pas très loin de la deuxième plus grande ville du pays, Kumasi. On va aussi te la présenter, c'est là où il se passe beaucoup de choses en rapport avec la culture Ashanti, notamment de l'architecture, de l'artisanat et plein de traditions. Et alors tu commences à nous connaître, nous on aime bien débuter nos vidéos avec de l'architecture. Donc c'est dans un ancien temple Ashanti qui a été reconstruit dans les années 80 qu'on va te présenter cette culture. Alors avant qu'on rentre dans ce magnifique temple qui se trouve juste derrière moi, je vais faire une brève introduction historique. Juste pour remettre dans le contexte, il faut savoir que le Ghana est une ancienne colonie anglaise et qu'elle a été colonisée en 1843. Et en fait, les Anglais sont d'abord arrêtés sur la côte. Donc ils ont d'abord colonisé toute la côte. Et après, ils sont remontés dans le nord et ils ont commencé à vouloir coloniser le nord. Sauf qu'ils sont arrivés à Kumasi et qu'ils se sont heurtés aux Ashanti, au peuple Ashanti. Et là, ça a été beaucoup plus compliqué que sur la côte. Et il y a eu une énorme bataille entre les Anglais et le peuple Ashanti qui a duré près de 30 ans pour finalement se solder par une défaite des Ashanti. Et cette région du centre du pays est devenue colonie britannique en 1873, donc 30 ans après que les Britanniques se sont installés sur la côte. Alors la population Ashanti, elle était très puissante, elle était très forte durant la colonisation. Elle avait même un roi qui était un des rois les plus riches ici, vraiment, et tu le vois tout le temps avec plein de bracelets en or. On va essayer de le voir parce que ce roi, il existe encore. Bon, évidemment, c'est un nouveau roi depuis la colonisation, il y en a plusieurs qui se sont succédés, mais il est encore en poste et il a encore beaucoup de pouvoir dans le pays, alors que ce n'est pas le roi du Ghana, c'est bien le roi des Ashanti. Donc là, je me retrouve dans l'espace de l'entrée du temple. Comme tu peux voir, la porte ne donne pas tout de suite dans l'espace central. Il y a comme un petit sas et tu dois faire un demi-tour pour arriver dans l'espace central. Quand tu arrives dans l'espace central, tu te rends tout de suite compte que tu es encerclé de volumes et il y a au total 4 volumes. Cet espace, c'est un espace commun à la communauté. Et ces petits temples, ils se retrouvaient dans chaque communauté, ici, dans la région de Kumasi. Donc c'est un espace public où la communauté se retrouve ici pour des cérémonies. Donc il y a tout type de cérémonies qui sont dans le calendrier de la culture Ashanti et toutes ces cérémonies, elles ont lieu ici. Quand il y a aussi des problèmes dans la communauté, c'est ici qu'on prend les décisions et qu'on se retrouve. Mais c'est aussi ici que tu peux venir tout seul pour prier, pour avoir un peu d'intimité. Et juste à côté de moi, c'est une sorte de petit hôtel où on fait des offrandes et où on fait la prière. Et donc cet espace, il est fermé par les 4 volumes et chaque volume a une fonction bien particulière. Par exemple, juste derrière l'hôtel, c'est le volume où on va prier. Donc c'est interdit aux touristes, nous on ne peut pas aller. C'est réservé à la communauté Ashanti. Et d'ailleurs, tu peux le voir, c'est le seul volume qui est fermé. Tous les autres sont ouverts sur l'espace central. Ici, c'est l'espace où les musiciens ils se réunissent. Quand il y a des cérémonies, c'est là qu'ils jouent la musique, avec les tambours traditionnels de la culture Ashanti. L'espace juste là, c'est là où les personnes s'installent pour chanter, parce qu'il y a énormément de chants. Et l'espace ici, c'est là où on cuisinait. Donc aujourd'hui, là où on se trouve, c'est un temple Ashanti qui a été converti en musée, mais l'espace des prières est toujours utilisé. Here is a temple. So it's still in use? It's still in use. Okay. It's still in use. But what does it mean, the bottles? The bottles we use to pour libation, that's we use in prayers. We pour libation, that we pour wine on the ground, we pour joy on the ground to evoke the spirit and to make prayer. Okay. Yeah. But it's an alcohol bottle? Very, very alcoholic bottle. Yeah. Okay. The first British delegate who came to Ashanti soil
found out that upon all the colonies that he has traveled into, he saw the architecture and the technology of the Ashantis were very unique, were very, very different from them. So he made a publication in 1817 on about the Ashanti architecture. Ah, he made a book? He made a book and published it in 1819. Okay. And his name is T.E. Bodish. All were impressed by the construction designs, cleanliness, and comfort of the traditional courtyard houses, which they regarded as being well adapted to the particular condition of life and climate in the area. Kumasi is very different in its appearance from any other native town I have seen in the part of Africa. This was the drawings that she made when he saw about Ashanti's architecture, and he made this to show there's the Asante Palace in 1890. This is how the palace was like, and we do it with the materials we have at our disposal. We found ourselves in the forest part of the central part of Ghana here. We made use of timber, wood, clay, and mud in our buildings. See that we have a quarters, 4 main quarters with an entrance. There is the way the Ashantis built a house. It's in a very rectangular form as it is. As you say it, and each quarter had a function at its play. Here is a temple. And as a temple, we've designed it to suit the purpose of the temple aspect as we have here. So this type of temple, there were several in most of the communities. How many? We're having 10 as at now. Because of new development, people want to make some changes and others. We're having 10 as at now. And back in the days? Back in the days, every community will have, because you'll be having a palace. This is how our palaces were being built. In the same way? In the same way, the same architecture as it is, in the same way. Le peuple Ashanti, ils étaient animistes, et donc ça veut dire qu'ils mettent sur le même pied d'égalité l'humain, les animaux et la nature. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve dans énormément de motifs décoratifs des temples et de tout ce qui est en rapport avec la culture Ashanti, on retrouve énormément d'animaux ou de motifs qui font référence à la nature. C'est vraiment impressionnant de voir tout le détail qu'il y a dans ces motifs qui sont gravés dans la terre. C'est magnifique, tu vois vraiment toute la délicatesse. Ce temple, il date de 1850, et lorsque les Anglais sont arrivés ici, au moment de la colonisation, ils ont été très très impressionnés par ces constructions-là, vraiment par le détail et la finition de tous ces espaces. Autant dans la construction que dans l'aménagement, c'est vraiment très très impressionnant. Il fait très bon ici, il y a vraiment un climat très bon et on est complètement retourné sur nous-mêmes. Donc on est complètement dans une bulle en fait, et je peux comprendre que ce soit un espace de prière et un espace spirituellement très très fort. Donc maintenant, ce bâtiment, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, évidemment, et c'est comme ça qu'il est en si bon état. Il est super bien maintenu, mais toujours avec les techniques traditionnelles. Donc, comme tu le vois, la couleur blanche et la couleur marron, elle est en super bon état, mais elle est toujours faite avec les produits qui étaient utilisés déjà dans les années 1850. Encore un truc super intéressant à partir de ce temple, c'est qu'à l'époque, donc dans les années 1800, toutes les maisons étaient construites de cette manière-là. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une cour intérieure et 4 petits volumes autour de cette cour, construites de la même manière, avec le même type de toit, le même type de matériaux. Donc c'est assez marrant parce que les gens venaient prier et allaient dans un temple qui au final ressemblait à leur maison. Tout ce qu'il y avait de différent, en fait, ce sont tous ces motifs et toutes ces représentations en relief qui n'apparaissaient pas dans les maisons et qui étaient propres au temple. Mais sinon, l'espace, la construction, l'organisation était exactement la même que chez eux. Et une des plus grandes particularités, selon moi, de ces temples, c'est vraiment ces toitures-là qui ont une pente très très raide, évidemment, tu t'en doutes. C'est pour la pluie, parce que ici, quand il pleut, eh ben, c'est pas pour rigoler, hein, il pleut bien. Mais c'est aussi pour ne pas qu'il y ait des reptiles qui s'installent, donc qu'il y ait des lézards, des serpents qui restent trop longtemps sur les toits, parce que voilà, je pense que c'est tellement penché qu'ils ont intérêt à bien s'accrocher s'ils veulent gambader là-dessus. Il y a aussi des morceaux de bois qu'on ne voit pas, comme toutes les colonnes ici. En fait, à l'intérieur, c'est un tronc de bois qui a été recouvert avec de la terre pour ensuite pouvoir être décoré et peint en blanc. Revenons quelques minutes à l'histoire du Ghana et au peuple Ashanti.
Du coup, dehors, avant de rentrer, je te dis qu'il y avait eu une énorme bataille entre le peuple Ashanti et la colonie britannique. Il faut savoir que cette bataille, elle a eu lieu parce que les Britanniques demandaient au roi Ashanti de payer des sommes astronomiques en or à la colonie britannique pour que la colonie britannique les laisse un petit peu tout seuls. Et un de ces rois, il a refusé de donner l'or. S'en est suivi une difficile lutte et le roi a été expatrié aux Seychelles. Pendant quelques années, il n'y avait donc plus le roi Ashanti ici dans la région et elle était complètement aux mains des Britanniques. Le seul souci, c'est que les Britanniques, ils n'arrivaient pas à maintenir la stabilité. Les Ashanti se révoltaient constamment. Donc, ils ont fait revenir le roi des Seychelles pour qu'il puisse maintenir la paix. Et encore aujourd'hui, le roi Ashanti, malgré le fait qu'il n'ait aucune autorité politique, il est tout le temps consulté par l'État et c'est vraiment une personne très importante au Ghana. Alors avant d'arriver à Kumasi, on va voir un autre élément de la culture Ashanti qui est très important, qui est même beaucoup plus connu que son architecture qu'on vient de te montrer. Ça s'appelle le kente. Le kente, c'est une méthode en fait de tissage qui est très répandue ici. C'est vraiment fait encore de manière traditionnelle. Donc c'est vraiment un produit hyper local. Ces kente, ils sont devenus mondialement connus parce qu'en fait au siège des Nations Unies, donc à New York, eh bien, il y a une étoffe de kente qui est accrochée. Les gens sont vraiment très fiers de ce produit national. Et évidemment, ces étoffes, elles sont portées lors de grandes occasions. Tu vas le voir, peut-être qu'on va réussir à avoir des gens qui le portent lors de certaines cérémonies à Kumasi, notamment lors du festival dans lequel on peut apercevoir le roi. Donc là, c'est la première étape, c'est de dérouler le fil ou les fils. Donc lui, il avait 2 fils, donc il a besoin de faire les allers-retours 200 fois. Et donc 2 fois 200, ça fait 400. Le standard, c'est 400 fils que tu installes sur ton métier. So all the yarns on this goes down. This yarns on this comes up. And so this separates the wall. So this gives us the space. We have 100 space here. Each space contains 4 yarns. So this is 4. Ah, donc dans chaque trou, il y a 4 fils qui passent. Et ça, c'est So all you see, in wood. yes, they are all from bamboo. For you to set the loom, you have to use a whole day. Un jour juste pour s'installer. Okay. So this is change right down. Yeah, so that's the rhythm. Did she work well? Yes, very well. Very well? It's okay? It's a good job? Very. She has done well, yeah. C'est vraiment impressionnant la vitesse à laquelle les gars y vont. C'est trop marrant, ils sont tous dans le rythme de la musique, j'ai l'impression. T'as l'impression de voir des mecs à la salle de sport, mais ils font de la couture. C'est vraiment très sympa et c'est super beau de les voir les uns en face des autres. Mais nous n'avons toujours pas vu la confection du fameux kente. Car les méthodes de tissage que l'on a vues jusqu'à présent ne sont pas propres au Ghana. Elles sont répandues un petit peu partout en Afrique. C'est normal. Peu de personnes confectionnent le kente car la technique est très difficile à apprendre et met beaucoup de temps. À l'extérieur de l'atelier, on voit finalement un tisserand en train de faire un kente. À nouveau, c'est impressionnant la rapidité avec laquelle il fait passer la navette entre les fils. La difficulté est justement qu'il travaille non plus avec 1 ou 2 navettes successivement, mais avec 5 navettes à la fois. Il doit aussi manuellement soulever les fils sous lesquels la navette doit passer.
Alors que lorsque nous, on a essayé de le faire, nous faisions passer la navette une fois avant de rabattre le peigne. Ici, il fait passer 5 navettes différentes entre les fils bien précis pour créer des motifs bien particuliers. La méthode de confection du kente permet d'avoir des motifs similaires sur les deux faces du tissu. Alors qu'avec les autres méthodes, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Donc un côté sur lequel les motifs sont plus jolis que sur l'autre. Ce qui fait l'importance du kente, c'est aussi tous ces motifs et leur signification. Un carré, par exemple, représente la terre, le cosmos et la féminité. Mais les couleurs ont aussi leur signification. Le jaune représente, lui, l'opulence, la préciosité, la santé et la richesse sous toutes ses formes. Pas étonnant que les kente des rois soient faits majoritairement de couleur jaune. Après cette magnifique visite, il fallait que, à mon tour, j'essaye de porter un kente et que je comprenne comment on porte cette grande étoffe. Et on est à Koumassi, c'est une très très grande ville. Et donc quand on arrive dans une ville ici en Afrique, on a beaucoup de mal à trouver un camping et impossible de trouver un bivouac sauvage. Donc en fait, ce qu'on fait... Hello, on est dans un super endroit à Koumassi, je laisse Agathe te présenter. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de trouver un hôtel qui peut nous accueillir dans sa cour, dans son jardin. Et si vraiment on n'arrive pas, on prend un Airbnb. Mais ça, c'est vraiment dans les extrêmes urgences. Et du coup, ici, on a trouvé un super sympa. C'est une petite auberge de jeunesse. Donc ça nous change, c'est cool. On rencontre plein de voyageurs qui voyagent au Ghana, en fait, de toute nationalité. Derrière moi, tu as la petite partie de l'auberge. Et ici, tu as la cour avec Ascarena. Et il y a une petite particularité dans cette auberge, c'est que c'est aussi une auberge qui accueille des femmes, là derrière moi, dans cette partie. Et ces femmes, elles travaillent ici et elles travaillent les tissus. Donc en fait, c'est un atelier de couture. Et donc c'est super chouette puisque tu peux faire ton petit ensemble avec le tissu que tu as choisi et la coupe que tu veux. Donc moi, bien évidemment, j'en ai profité. Je vais me faire un petit pantalon parce qu'il y a un de mes pantalons qui est complètement troué. Donc on va essayer d'aller voir où elle en est. Donc là, je suis à l'intérieur de l'auberge et tu peux voir toutes les jolies robes et tout leur travail qu'elles font à l'extérieur, qui sont vendues ici à l'intérieur. Alors, il est cool, non? Nice. Tu le trouves comment? Ouais, sympa, hein? Ouais. Il est bien, hein? C'est le seul coloris que tu peux avoir. C'est trop tard, là. Ouais, il est trop cool. Nickel. Good. Thank you very much. Thank you, really nice. The maker. Yeah. Bon, alors là on est assis, on attend la cérémonie. Donc il y a une cérémonie, un festival qui a lieu toutes les 6 semaines. Ici, un festival de la culture Ashanti, et le roi du coup il vient. Et on ne sait pas trop ce qui se passe. On est impatients, on est très curieux de savoir ce qui va se passer. Ouais, c'est magnifique parce qu'on voit tout le monde super bien habillé avec des costumes traditionnels. On a l'impression de faire un petit peu tâche, mais on nous a dit que tout le monde était la bienvenue et que tout le monde pouvait assister à ce festival. On n'a pas encore tout compris, mais on va tâcher d'en apprendre un petit peu plus. Depuis le début de cette vidéo, on te parle d'un festival Ashanti à Koumassi. Le hasard du calendrier fait que nous allons pouvoir y assister. Il a lieu toutes les 6 semaines, le dimanche, car le calendrier Ashanti est divisé en 9 mois de 6 semaines. C'est un jour de festivité durant lequel le roi apparaît dans sa cour du palais de Mania, ce fameux palais construit par les Anglais. Il y a des chants, de la musique et des danses, mais c'est aussi un jour pour lequel le roi rend hommage aux ancêtres. Les chefs de tous les villages de la région Ashanti sont invités. Des personnalités politiques du Ghana sont aussi présentes, ainsi que n'importe quelle autre personne. C'est ouvert à tout le monde. Par contre, les places assises sont assignées en fonction de son statut.
De chaque côté du roi sont assis les chefs que l'on reconnaît à leur parasol spécifique, à leur village ou arrondissement. Les personnalités politiques sont assises sur une estrade devant le roi et les visiteurs sont eux derrière les chefs. Durant la cérémonie, des offrandes sont faites au roi. Ce sont surtout des boissons alcoolisées qui lui sont offertes. Chaque chef ou personnalité politique vient saluer à tour de rôle le roi pour lui faire une offrande et lui donner des nouvelles comme une sorte de messager. Today we are celebrating the 4th Akwasidae for the year. And about up, the first after the coronation of King Charles III. Certains chefs et leurs sujets étaient habillés en noir car ils étaient en deuil suite à un décès. Et comme le veut la tradition, ici on tire des coups de fusil durant cette période. Voilà, en gros ce qu'on a pu comprendre de cette cérémonie. C'était surtout magnifique de voir toutes ces personnes habillées avec le kente. On n'aura pas réussi à apercevoir le roi, tant la foule autour de lui était dense. Mais on a pu profiter de la musique, des chants et d'une incroyable immersion dans la culture Ashanti toujours vivante. On ne pouvait pas quitter Kumasi sans faire un tour sur son immense campus universitaire, tant pour son histoire que pour son architecture. Il fallait que l'on en parle dans cette vidéo. Alors direction le CNUST. Alors on se retrouve ici dans le campus universitaire de Kumasi qui est vraiment gigantesque. C'est une ville dans la ville, c'est immense. Il y a énormément de bâtiments, un espace vraiment énorme avec aussi énormément de végétation, c'est super beau. Et juste derrière moi, en fait, c'est un bâtiment très important parce que ça a été un des premiers bâtiments à être construit ici de l'actuelle université de Kumasi. On se retrouve devant les laboratoires de la faculté d'ingénierie. Ce bâtiment il a été construit en 1960 par un architecte ghanéen, James Cubitt et Partner, qui a été faire ses études en Angleterre et qui est revenu ici. Donc tu vois un peu cette influence aussi de l'Europe. C'est très intéressant parce qu'il y a cette structure en béton qui est hyper expressive, qui ressort à l'extérieur un petit peu comme un exosquelette. Et surtout, tu vois ces petits V là, ils sont faits de telle manière à ce que en fait, ce soit des lanterneaux. Donc tu as une lumière indirecte qui arrive dans le bâtiment. Ce bâtiment, il a été vraiment pensé pour répondre aux contraintes climatiques du lieu. Donc tu vois que c'est un bâtiment qui est relativement bas, il s'étend que sur un niveau, il a très peu d'ouverture à part ses lanterneaux et il y a des circulations d'air qui sont créées. Tu vois que juste derrière moi, il y a plein de petites lamelles qui se trouvent dans les portes et dans les façades. Et donc c'est un style architectural bien propre qu'on nomme le style tropical. Et donc c'est hyper intéressant de voir comment est composé ce bâtiment et vraiment tout ce qui a été fait pour qu'il y ait de la ventilation naturelle qui soit créée dans ce bâtiment. Donc ces portes ici, elles peuvent complètement s'ouvrir sur l'extérieur et elles sont toujours protégées par un avant-toit, donc tu n'as jamais de lumière directe qui arrive sur la façade. Ça permet de toujours être à l'ombre. Ce bâtiment, il est aussi très lié avec l'histoire du pays. C'est-à-dire qu'en 1957, c'est l'indépendance du Ghana et très rapidement, donc tout de suite dans les années qui suivent, le premier président du Ghana, Nkrumah, il va beaucoup investir dans l'éducation du Ghana et donc ce bâtiment a été vraiment construit dans les toutes premières années de l'indépendance. Il a vraiment mis énormément d'argent dans tout ce campus et ce n'est pas pour rien que ce campus porte son nom. L'acronyme c'est CNUST qui veut dire Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Et alors pour la petite anecdote, le nom de ce campus a changé lors du coup d'État qu'il y a eu en 1966. Nkrumah a été destitué, il a perdu le pouvoir et donc son nom a été enlevé de ce campus, mais maintenant il est revenu parce qu'il était un homme assez important pour le pays. Encore maintenant, il est vraiment très respecté. Donc ici derrière moi on peut retrouver de l'architecture moderne. Celui-ci a cette fois-ci été construit par les architectes croates et non plus par des architectes ghanéens un peu plus tard en 1965. Alors vous allez me dire pourquoi des Croates? C'est parce que le premier président Nkrumah, il a fait venir les Croates ici pour développer le campus car il avait des accords avec le président yougoslave de l'époque et donc il y avait des échanges bilatéraux entre les deux pays.
Ce bâtiment est un parfait exemple de l'architecture moderne. On retrouve les 5 points fondamentaux de ce style d'architecture. Le plan libre, la construction sur pilotis, la façade libre, les fenêtres en bandeau et le toit terrasse. Donc on n'a pas été en haut, mais apparemment tu peux accéder au toit terrasse. L'escalier que tu vois au milieu monte littéralement par le centre du bâtiment pour faire rentrer le visiteur vraiment au cœur même de la construction. Il y a quand même des éléments architecturaux qui s'adaptent au climat d'ici, donc aux grandes chaleurs. Ici on peut voir dans ce bâtiment qui a été donc dessiné et construit par les architectes croates qui se sont adaptés et qui ont réalisé une véranda comme une grande coursive qui fait tout le tour du bâtiment, qui est abritée du soleil et qui crée une double façade. C'est-à-dire qu'on a une première façade ici avec des moustiquaires qui laissent passer le vent et qui aèrent tout le bâtiment. Et la façade principale est un peu en retrait de la lumière et donc des grandes chaleurs. Et donc ici, il n'y a pas de climatisation, c'est le bâtiment qui se ventile et qui s'aère tout seul grâce à cette coursive et à cette grande façade qui possède des ouvertures vraiment à 360 degrés dans l'espace. Il y a juste des ventilateurs qui permettent une circulation de l'air un peu plus active et ça suffit largement, on n'a pas chaud. Il faut savoir que cette université qui a été construite avec l'aide des architectes croates, comme on te l'a dit précédemment, elle a été pensée pour être vraiment une mini-ville. Ce bâtiment où on est ici, c'est le clubhouse du staff, donc c'était l'endroit de divertissement des gens qui habitaient dans toutes ces petites maisons qui sont éparpillées dans tout le campus et qui sont les logements des travailleurs. Donc derrière moi, on trouve les logements étudiants, donc les premiers logements qui ont été construits dans les années 1960. Ils ont également été construits par les architectes croates, mais cette fois-ci avec la collaboration d'un jeune architecte ghanéen qui revenait de ses études à la AA à Londres. La spécificité de cette architecture, c'est qu'elle rompt avec l'architecture tropicale qu'il pouvait y avoir ici avant sur le campus. Donc l'architecture tropicale, c'était des bâtiments bas disposés autour d'un espace central rectangulaire. Ici, on peut voir que c'est une architecture haute, donc c'est des logements destinés à accueillir 450 étudiants sur 8 étages. Du coup, le bâtiment rompt avec l'architecture tropicale, mais néanmoins, les Croates ont quand même adapté l'architecture au climat ici très chaud. La façade est un grand balcon pour que les fenêtres soient à l'écart et protégées du soleil. Depuis, d'autres bâtiments un petit peu de la même hauteur ont été construits un peu partout sur le site, surtout ici dans le quartier des logements étudiants. Donc voilà, on peut voir de nombreuses constructions derrière moi. Ce bâtiment, il a été pensé comme un modèle des logements étudiants et il était destiné à être multiplié x 8. Ici, on voit qu'il y en a 2 et en fait, c'est les 2 seules unités qui ont été finalement construites. J'ai dit que le style architectural avait rompu avec le style présent de l'architecture plutôt tropicale, mais néanmoins, c'est une adaptation. Il s'est imbriqué dans le style tropical et il a gardé quelques concepts comme toute la partie horizontale que l'on voit ici, qui est la partie commune à tous les étudiants. Et cette partie, elle encercle une cour rectangulaire au milieu. Donc je ne sais pas si on va réussir à rentrer, mais on peut peut-être essayer de te montrer. Alors là, on est au rez-de-chaussée des logements étudiants et c'est assez intéressant de voir ces structures-là sous lesquelles on se trouve. Ça fait vraiment penser aux premiers bâtiments d'architecture moderne qu'on peut trouver en Europe, notamment la Cité radieuse, je pense à Marseille. Elle a vraiment des formes structurelles similaires. C'est vraiment hyper intéressant. Ils ont complètement laissé le plan du rez-de-chaussée libre et donc il y a tous ces espaces communs que les gens utilisent pour faire du football, du badminton. Ils étendent le linge, ils nettoient. Donc il y a vraiment toute la vie communautaire qui se passe ici au centre et après aux étages, c'est les logements. Par pièce, il y a 4 étudiants qui vivent, je pense, dans des lits superposés. Et un petit fait très intéressant, c'est que là, je me trouve en dessous des logements des femmes et en face, c'est le logement des hommes. Donc une barre pour les femmes et une barre pour les hommes. C'est
ici que la vidéo sur Koumassi se termine. On est dans un endroit un peu spécial. On a complètement quitté le centre du pays pour rejoindre un autre endroit. On est plus au sud, sur la côte, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Et ça promet pas mal parce qu'on est dans un endroit très sympathique. Mais on t'en dira plus la semaine prochaine. Allez, ciao!